Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 7e cours sur les interactions plantes-pollinisateurs. Nous allons parler aujourd'hui de la pollinisation en milieu agricole. Alors pour rappel, les conclusions de la précédente séance étaient que les interactions entre les plantes et leurs pollinisateurs sont entrées dans un cercle infernal qui mène à une déstabilisation, et que cela a des conséquences pour l'ensemble de vivants, dont les humains, et qu'on a besoin de transformations majeures dans la façon dont fonctionnent les sociétés humaines pour essayer de préserver ces interactions écologiques. Et donc c'est tout l'objet de ce cours aujourd'hui et puis du cours de la semaine prochaine, d'une part comprendre quelles sont ces conséquences pour les humains, en particulier à travers la production agricole, et puis de commencer à sortir de la phase un petit peu dépressive qu'on a eue ces derniers cours et proposer des solutions pour essayer de préserver les interactions écologiques. Et j'en proposerai quelques-unes. Et par la suite, Clélia Sirami, qui donne le séminaire, en proposera davantage. Alors juste pour commencer sur le sujet de la pollinisation en milieu agricole, je vous donne une définition de l'agriculture, donc qui est un processus à travers lequel les humains modifient les écosystèmes dans lesquels ils habitent et contrôlent le cycle biologique de certaines espèces qu'on va appeler des espèces domestiquées. Tout ça afin de produire des aliments et aussi d'autres ressources qui leur sont utiles. Cette agriculture, elle est apparue à différents endroits dans le monde il y a environ 12 000 ans, au moment de la sortie du dernier épisode de glaciation. Donc on a des traces archéologiques de l'apparition de l'agriculture, notamment avec des fossiles d'aliments consommés par les sociétés humaines, mais aussi avec des peintures rupestres qui datent de plusieurs milliers d'années, qui montrent des activités soit d'élevage, soit de culture. Cette agriculture, donc, elle est passée par ce phénomène de domestication, donc modification de certaines espèces en contrôlant leur cycle biologique. Et l'apparition s'est faite de façon plus ou moins simultanée, avec quand même des décalages dans le temps, mais de façon assez indépendante dans plusieurs endroits du globe, qu'on va appeler des centres d'origine pour les espèces domestiquées actuelles. Vous avez ici une représentation possible de ces centres d'origine. Leur nombre et leur localisation précise restent discutés. Mais vous reconnaissez le croissant fertile qui est assez connu, donc qui est par exemple la zone de domestication du blé. Et il y a plusieurs zones autres de ces centres, par exemple en Asie du Sud-Est. En Afrique, la localisation précise reste inconnue, donc vous avez cette zone avec des pointillés, et puis plusieurs zones en Amérique également. Et ce processus de domestication à différents endroits, plus ou moins en parallèle, s'est passé par une sélection plus ou moins consciente par les premiers agriculteurs de caractéristiques qui favorisaient une meilleure productivité et une plus grande facilité soit d'élevage, soit de culture de ces espèces domestiquées. Et ça a conduit à des races pour les animaux et des variétés qui étaient différentes selon les endroits où elles avaient été sélectionnées et qui étaient adaptées aux conditions locales dans lesquelles elles avaient été sélectionnées. Cette sélection qui s'est passée de façon différente à différents endroits, ça a conduit à une très très grande diversité, à la fois en termes de nombre d'espèces domestiquées et aussi de variabilité à l'intérieur de ces espèces domestiquées, que je vous illustre ici avec quelques espèces de plantes. Par exemple, le maïs, donc, qui a été domestiqué en Amérique. On connaît en Europe quelques variétés de maïs qui ont un peu toute la même tête, mais si vous allez dans le centre d'origine de cette espèce-là, vous avez une très très grande variabilité, à la fois dans la taille, dans la morphologie, dans la couleur des grains et aussi dans leurs propriétés gustatives, avec des maïs qui peuvent être utilisés pour faire des plats salés ou des plats sucrés. Même chose pour le groupe des courges. Donc, vous avez ici une représentation de la variabilité. Et par exemple, pour des courges que vous connaissez bien, la courgette, la citrouille ou le pâtisson,
ce sont des variétés différentes d'une seule et même espèce. Et enfin, une autre illustration avec le groupe des poivrons et des piments, donc toute la diversité des poivrons doux et des piments avec plus ou moins de force sont représentés sur la planète par seulement 5 espèces différentes de poivrons, dont 2 qui représentent la grande majorité de la diversité. Alors il y a des espèces domestiquées particulières qui vont nous intéresser quand on parle d'interaction plante-pollinisateur et de pollinisation en milieu agricole, ce sont les abeilles. Donc l'espèce qu'on trouve en Europe, Apis mellifera, a été domestiquée il y a environ 9000 ans en Afrique du Nord et on a des traces d'utilisation du miel par des humains assez anciennes, donc sans forcément de domestication, ça peut être en allant prélever dans des colonies sauvages. Ici, une peinture rupestre datée d'il y a moins 8000 ans en Espagne. Et il y a une autre espèce qui a été domestiquée en Chine, qui s'appelle Apis cerana, un peu plus précocement, il y a environ 5000 ans. À noter que ces 2 espèces ont été domestiquées principalement pour ce qu'on appelle les produits de la ruche, donc du miel et de la cire notamment, et pas forcément pour leur capacité à polliniser les cultures, on y reviendra. En tout cas, ces espèces ont été utilisées massivement et sont en augmentation actuellement. Ici, vous avez une estimation du nombre total de colonies de l'abeille mellifère à l'échelle mondiale depuis les années 60. Donc vous voyez quasiment un doublement dans le nombre de colonies utilisées. Et ici, vous avez les mêmes chiffres, mais déclinés par continent. Vous voyez que l'augmentation est essentiellement tirée par une augmentation sur le continent asiatique. En Europe, on a connu plutôt une phase de diminution dans ce nombre de colonies. Alors ce développement de l'agriculture, ça s'est accompagné d'impacts sur les espèces sauvages qu'on trouvait dans les endroits où l'agriculture s'est développée. En premier lieu, probablement des impacts négatifs sur toute une partie des espèces sauvages parce que l'agriculture, pour s'installer, remplace des habitats naturels. Et une illustration ici, c'est à travers la couverture des forêts originelles, donc avant que les humains aient eu un impact dessus. Donc c'est tout ce qui est en vert foncé et les forêts actuelles en vert clair. Donc vous voyez que pour l'Europe, le développement de l'agriculture a supprimé une très très grande proportion de la surface en forêt, ce qui a probablement eu des conséquences très négatives pour toutes les espèces qui étaient spécialisées sur ces milieux forestiers. Des conséquences qu'on a du mal à quantifier parce que ça s'est passé il y a plusieurs milliers d'années et qu'on a assez peu de traces, à part des traces de la présence de forêts sur ces zones-là, mais probablement des effets très négatifs sur ces espèces qui dépendaient des milieux forestiers. Ceci étant, en contrepartie, le déploiement, l'expansion de l'agriculture a pu aussi s'accompagner de la création, ou plutôt de l'augmentation en surface de nouveaux types d'habitats pour les espèces qu'on va appeler des habitats ouverts, sans présence de forêt, notamment à travers les pâturages, donc, qui vont créer des milieux de prairies. Et ces prairies, ici vous avez une illustration avec le Causse-Méjean, donc dans le sud-est de la France, des plateaux calcaires dont la végétation naturelle doit être de la forêt étant donné les conditions climatiques, mais qui est maintenue sous forme de prairies stépiques même, par le pâturage, plutôt du pâturage ovin. Ici vous avez une illustration avec des chevaux de Przewalski, qui est une espèce qui a disparu dans la nature, qui a été maintenue grâce à de l'élevage dans des parcs zoologiques et qui, avant d'être réintroduite dans son aire d'origine qui est en Mongolie, les animaux qui sont élevés en France sont d'abord réintroduits sur ce Grand Causse, qui est une région qui ressemble à leur habitat d'origine. Ces milieux ouverts sont favorables pour un certain nombre d'espèces, notamment de plantes, qui ne sont pas très compétitives pour accéder à la lumière et qui peuvent se développer dans ces habitats ouverts. Je vous ai mis ici quelques exemples.
Ce ne sont pas des espèces qui sont apparues avec l'agriculture, elles étaient déjà présentes, mais probablement avec des distributions très très restreintes dans les quelques zones qui n'étaient pas de la forêt avant le développement de l'agriculture. Un autre type d'habitat, ce sont les terres cultivées et avec la présence par exemple de céréales. Ça a fourni des habitats pour des espèces de plantes qui se sont spécialisées sur un cycle temporel qui est collé à la culture, et en particulier pour les plantes, vous avez les espèces qu'on appelle messicoles. Donc messicole, ça vient de la moisson. Ce sont des espèces qui sont capables de boucler leur cycle de vie entre le moment du semis et le moment de la récolte des espèces cultivées. Donc il y en a des très très connus, hein, le bleuet et le coquelicot sont deux exemples, mais vous avez ici l'agnelle des blés également, et vous avez toute une liste de ces espèces messicoles qui, encore une fois, existaient avant le développement de l'agriculture, mais qui ont probablement pu beaucoup augmenter en taille de population avec ce développement de l'agriculture. Cet effet de l'agriculture sur d'autres espèces, on a pu le documenter aussi pour des espèces de pollinisateurs. Ici, une étude sur une espèce d'abeille qui s'appelle Peponapis pruinosa, qui est une espèce qu'on trouve en Amérique du Nord et qui initialement visite préférentiellement des espèces, une espèce de courge sauvage, Cucurbita fetidissima. Vous voyez, c'est une espèce de plante qui produit des fruits qui sont des toutes petites courges, hein, vous avez l'échelle avec la main. Si on regarde la distribution actuelle de cette espèce d'abeille, ce sont les points noirs ici, et qu'on la compare à la distribution de cette espèce de courge sauvage, que vous avez en différentes couleurs pour différentes dates, c'est la recolonisation après la dernière glaciation. Vous voyez que les distributions sont assez séparées. L'espèce d'abeille, on la trouve à plein d'endroits où on ne trouve pas sa plante habituelle. Et ça, c'est lié au développement de l'agriculture et à la domestication de plusieurs sous-espèces de courges en Amérique du Nord. Vous avez ici les points avec différentes traces plus ou moins anciennes de domestication de courges, ce qui fait que l'espèce peut maintenant se déployer quasiment sur tout le territoire et visiter quasi exclusivement, elle visite presque plus cette espèce sauvage, elle visite surtout les courges domestiquées. Et sur cette espèce-là, il y a une étude à partir du séquençage de l'ADN de l'espèce, une étude qui permet de retracer les variations de la taille de population sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Et quand on essaye de faire ça, ça donne ce genre de choses. Donc sur ce graphique, vous avez une estimation de la taille de population en fonction du temps. Plus on va vers la droite, plus on remonte dans le passé. Et les différentes courbes, c'est différentes populations de l'espèce d'abeille. Et ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est que il y a des variations au cours du temps qui sont différentes selon les endroits, mais toutes les courbes, à la fin, là, sur le dernier millier d'années, elles remontent très abruptement. Vous avez eu une augmentation massive de la taille de population de cette abeille qui est directement liée au déploiement de l'agriculture et à la disponibilité en ressources plus importantes. Donc, ce déploiement de l'agriculture, ça a eu des effets probablement très négatifs sur les espèces forestières. En revanche, ça a eu des effets positifs sur toute une gamme d'espèces qui peuvent se développer dans ces espaces ouverts avec des perturbations régulières. Et dans certains pays où l'agriculture s'est installée depuis très longtemps, et typiquement en France et en Europe plus généralement, on considère que les paysages agricoles qu'on va appeler traditionnels sont des zones à forte valeur de biodiversité qui hébergent des espèces qui ont un intérêt en tant que patrimoine naturel pour les sociétés humaines. Je vous ai mis comme illustration la page d'accueil du site du Parc naturel régional du Vexin français, qui est typiquement une zone protégée de biodiversité, qui est une zone d'agriculture. Et même si vous allez regarder les sites des parcs nationaux, particulièrement en montagne, souvent ces sites mettent aussi en avant une activité d'élevage. Donc on a en Europe en tout cas une valeur assez forte des paysages agricoles comme support d'une biodiversité sauvage. Ce n'est pas vrai dans le monde entier, mais c'est particulièrement vrai en Europe. Une autre caractéristique importante de l'agriculture quand elle s'est déployée au début de son histoire,
c'est qu'elle s'est appuyée sur le fonctionnement des systèmes écologiques dans lesquels elle s'étendait. Et notamment, elle a utilisé ce qu'on appelle maintenant les services écosystémiques, donc qui sont l'ensemble des avantages que les humains vont tirer des écosystèmes et des espèces sauvages, et qui contribuent à rendre la vie humaine à la fois possible et aussi digne d'être vécue. Alors, ces services écosystémiques, il y a eu beaucoup de travaux dessus. On a proposé une classification de différentes catégories. Donc, vous avez peut-être le plus intuitif, ce sont les services d'approvisionnement. Donc, toute la nourriture et les matières premières qu'on peut tirer des systèmes naturels. Donc, nourriture à travers l'agriculture, mais aussi à travers la chasse, la pêche, la cueillette d'espèces sauvages. Des matières premières, par exemple le bois, des médicaments, de l'eau potable, etc. Vous avez des services dits culturels, donc le fait d'habiter dans ou à proximité d'espaces naturels préservés, ça peut être une source d'inspiration, soit artistique, soit religieuse ou spirituelle plus généralement. Ça contribue à la santé physique et mentale, et ça peut être des endroits où on va faire du tourisme, des zones d'éducation et de façon plus générale des activités récréatives. Et enfin, vous avez des services de régulation qui sont la régulation de la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc qualité de l'air, qualité de l'eau, le climat, l'atténuation de certains événements extrêmes, par exemple des tempêtes ou des inondations. Et dans cette liste-là, nous avons la pollinisation, mais on va y revenir tout de suite après. Le tout, ces trois grandes catégories de services étant rendues possibles par des fonctions de ces systèmes naturels qui sont indispensables pour que les services soient fournis. Et par exemple, dans les fonctions de support, vous avez le recyclage des nutriments, la formation des sols qui permettent la croissance des plantes, et ainsi de suite. Alors, pour l'agriculture en particulier, les services qu'elle peut obtenir des systèmes naturels ou des espèces sauvages sont de différentes natures. Je vous mets juste quelques exemples. Un qui est très important, c'est la fertilité des sols. Quand on fait de la culture, on a besoin de sols fertiles. Et ces services écosystémiques, en général, on se rend compte qu'ils existent et qu'ils sont importants au moment où ils commencent à disparaître. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Australie dans les années 70. Donc, en Australie, les colons européens qui sont installés ont amené avec eux du bétail, des vaches et des ovins. Et ce bétail produit des excréments qui sont de nature très différente des excréments qui sont produits par les mammifères marsupiaux en Australie et qu'aucun organisme n'arrive à dégrader. Et donc quand vous avez des prairies avec des animaux qui font des excréments qui restent sur place de façon quasi indéfinie, au bout d'un moment ça commence à poser problème. Jusqu'à un point où dans les années 70, il y avait 1 million d'hectares de prairies qui disparaissaient chaque année du fait de cette accumulation des excréments. Et donc pour régler ce problème, les éleveurs d'Australie ont été obligés d'importer des bousiers en provenance d'Afrique du Sud, des bousiers qui sont capables de venir se nourrir et de dégrader les excréments des vaches et des ovins. Un autre grand type de service écosystémique qui est indispensable à une agriculture dite traditionnelle, c'est tous les phénomènes de contrôle de ce qu'on appelle les ravageurs, donc les espèces qui viennent se nourrir sur les cultures. Ça fonctionne grâce à des chaînes alimentaires, donc avec des prédateurs qui vont venir se nourrir sur ces ravageurs, donc ces herbivores qui consomment les plantes cultivées. Ici, vous avez deux exemples avec une larve de cirfe, donc une espèce de groupe des mouches qui consomme des pucerons. Et puis ici, une guêpe parasitoïde qui vient pondre, encore une fois, à l'intérieur d'un puceron. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, évidemment, c'est la pollinisation et le rôle des pollinisateurs dans la production agricole. Alors sur ce sujet, vous avez peut-être déjà vu passer cette citation attribuée à Albert Einstein qui dit « Si les abeilles disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre ». Alors apparemment, Albert Einstein n'aurait jamais dit ça, il n'a même jamais rien dit sur les abeilles. Et s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose comme ça, probablement cette personne a un peu exagéré. Mais ce n'est pas faux que l'alimentation humaine dépend quand même en bonne partie des pollinisateurs. Alors comment on fait pour caractériser cette dépendance de la production agricole aux pollinisateurs ?
il faut pouvoir mesurer ce qui se passe si les pollinisateurs sont plus abondants ou moins abondants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une situation de référence où on va laisser une plante cultivée être pollinisée par des pollinisateurs sauvages ou domestiqués. Donc on appelle ça de la pollinisation ouverte. On regarde quelle est la production de graines ou de fruits. Et puis on va comparer ça à deux types de situations autres. Une situation où on exclut complètement les pollinisateurs. Donc ça se fait par exemple en posant des cages au-dessus de plantes entières, mais on peut aussi seulement aller isoler une seule fleur en la mettant dans un sachet. Et quand on compare la production entre la pollinisation ouverte et la pollinisation en excluant les pollinisateurs, on mesure la diminution de rendement en l'absence de ces pollinisateurs, une grandeur qu'on peut caractériser de service de pollinisation. C'est à quel point est-ce que le rendement est augmenté par la présence de pollinisateurs. Mais on peut faire autre chose, on peut aussi apporter davantage de pollen que les pollinisateurs eux-mêmes. Donc on appelle ça de la supplémentation en pollen. On peut le faire de différentes façons, par exemple en allant passer un pinceau plein de pollen sur le pistil des fleurs. Ça, il faut noter que ce n'est pas toujours très efficace. Il y a des fois où les humains sont bien moins efficaces que les pollinisateurs pour polliniser. Mais il y a des situations où ça permet quand même d'augmenter le rendement. Et si on compare les productions de fruits et de graines dans ces deux situations, on peut mesurer ce qu'on appelle la limitation en pollen. À quel point est-ce que le pollen qui est apporté par les pollinisateurs et par d'autres biais est suffisant pour produire au maximum, ou est-ce que c'est possible d'augmenter encore le rendement quand on rajoute du pollen. Donc ces deux façons-là sont utilisées. On va beaucoup parler de celles-ci aujourd'hui. À noter quand même que quand on mesure le service de pollinisation en comparant ces deux-là, on fait une sous-estimation de ce que pourrait être le service de pollinisation total. Ce qu'il faudrait pour mesurer à quel point on peut avoir un bon rendement avec beaucoup de pollinisateurs, c'est comparer la situation où il y a suffisamment de pollen à celle où on exclut les pollinisateurs. Alors, mais quand on fait cette comparaison-là, avec pollinisateurs, sans pollinisateurs, on constate que les 3/4 des espèces de plantes cultivées dépendent au moins en partie des pollinisateurs pour leur rendement, c'est-à-dire que le rendement est amélioré par la présence de pollinisateurs. Si vous avez un graphique qui classe les espèces, alors uniquement les espèces qui sont visitées par des pollinisateurs, on exclut par exemple ici toutes les céréales dont on sait qu'elles sont pollinisées par le vent ou par autofécondation. Donc, les espèces sont classées entre est-ce que les pollinisateurs ont un rôle essentiel pour le rendement, c'est-à-dire que quand on supprime les pollinisateurs, on a une diminution du rendement qui est au moins de 90%. Donc, vous avez ici quelques exemples de ces espèces à pollinisation essentielle. Le kiwi, donc là vous avez des pieds mâles et femelles séparés, donc forcément il faut qu'il y ait un transport de pollen. La courgette, le cacao, la pastèque. Et ensuite, différentes catégories où la dépendance est de plus en plus faible. Donc, quelques exemples de contributions modestes, mais quand même présentes des pollinisateurs, les fraisiers, la grenade, le colza. Et puis, des situations où il n'y a pas du tout de dépendance aux pollinisateurs, c'est-à-dire avec 100 pollinisateurs, c'est exactement pareil. Toutes les céréales, et je vous ai mis par exemple le maïs, blé, maïs, quinoa. À noter que cette catégorie-là, pas du tout dépendante de pollinisateurs, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des espèces qui peuvent apporter des ressources pour les pollinisateurs. Et typiquement, on sait que les abeilles viennent récolter du pollen de maïs, même si ce n'est pas un pollen de très grande qualité, comme il est disponible en grande quantité, il peut être récolté. Et puis vous avez certains pollinisateurs qui font comme les fourmis, qui viennent se nourrir aussi du miella qui est expulsé par les pucerons. Et ça peut être sur n'importe quelle espèce de plante, indépendamment du fait qu'elle offre du nectar dans ses fleurs ou pas. Donc 3/4 des espèces cultivées qui dépendent des pollinisateurs pour leur production. Cependant, les grandes cultures principales pour l'alimentation humaine, que sont le blé, le maïs, le riz par exemple, ne sont pas du tout dépendantes des pollinisateurs. Ce qui fait que si on regarde quantitativement en volume le rôle des pollinisateurs dans la production, il n'est pas si élevé que ça. Il est estimé ici sur ce graphique, donc ça c'est le déficit de production en pourcent
si jamais tous les pollinisateurs disparaissaient. Et vous voyez que pour les pays occidentaux, c'est 3-4%. Pour les pays du Sud, c'est plutôt entre 5 et 8%. Donc ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus un effondrement complet de la production alimentaire. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est une proportion qui est en augmentation. On est de plus en plus dépendant de ces cultures elles-mêmes dépendantes des pollinisateurs pour notre alimentation. Et on peut aussi faire une estimation du volume financier que ça représente, cette production liée aux pollinisateurs, avec des chiffres. Vous avez une erreur d'estimation qui est assez importante, mais au moins 200 milliards de dollars par an. Il y a une autre facette de notre alimentation qui dépend des pollinisateurs, c'est le côté équilibré de notre régime alimentaire. Ici, une étude qui caractérise à quel point différentes vitamines, donc ici c'est une catégorie de vitamines qui sont les vitamines liposolubles, dépendent des pollinisateurs pour leur production. Ici, en gris foncé, en gris clair, c'est une production non dépendante, mais ce qui est assuré, c'est la quantité qui dépend des pollinisateurs. Et par exemple, la vitamine A, la moitié de la production de la vitamine A dans le monde, par exemple, ce qu'on trouve dans les carottes, pour lesquelles il faut des graines pour obtenir ces carottes, elle est dépendante des pollinisateurs. Et cet équilibre du régime alimentaire, il est particulièrement important pour les petites exploitations agricoles dans les pays du Sud, où les agriculteurs se nourrissent directement sur leur production. Et donc, ils ont besoin à la fois d'une production en quantité, mais aussi en qualité. Et ici, vous avez une étude qui vous caractérise l'équilibre du régime alimentaire de ces agriculteurs. Par quel type de culture ces différents éléments nutritifs sont fournis et quels sont les pollinisateurs qui assurent la production de ces différents types de cultures. Et on revient à notre exemple de la carotte. La vitamine A dans le régime alimentaire est essentiellement fournie par la carotte, dont la reproduction dépend de mouches qui elles-mêmes peuvent utiliser comme ressources alimentaires des plantes sauvages. Donc le besoin d'avoir à la fois ces pollinisateurs et pas uniquement des espèces cultivées pour assurer un régime alimentaire de qualité. Alors de quels pollinisateurs on parle quand on parle des espèces qui pollinisent les plantes cultivées? Bien sûr, il y a les abeilles, et particulièrement l'abeille mellifère, mais pas uniquement. En fait, il y a vraiment une grande diversité de pollinisateurs qui peuvent contribuer au rendement des cultures, et ça dépend un petit peu de l'espèce cultivée et du contexte dans lequel elle est cultivée. Ici, vous avez un graphique qui vous représente les contributions de différents groupes de pollinisateurs en termes de nombre de visites sur les fleurs pour différentes espèces dans différents contextes. Donc en bleu, et ce sont les abeilles en général, bleu foncé, l'abeille mellifère. Vous voyez que dans certains cas, l'abeille mellifère est très importante, ici pour une situation avec du pamplemousse. Mais en fait, pas toujours. Et vous avez des cas, je vous ai illustré par exemple ici la production de mangue, dépend assez peu des visites par les abeilles, et où les mouches, par exemple, peuvent être assez importantes. Par ailleurs, les abeilles mellifères ont tendance à être moins efficaces sur une visite individuelle que d'autres pollinisateurs. Ici, c'est un graphique qui vous compare l'efficacité d'une visite par une abeille sauvage par rapport à une visite par une abeille mellifère, soit sur des plantes sauvages, soit sur des cultures. Quand vous avez des valeurs positives, ici, ça veut dire que les abeilles sauvages sont plus efficaces. Et sur les cultures, en moyenne, les abeilles sauvages sont plus efficaces. Mais ça, c'est sur une seule visite. Une caractéristique des abeilles mellifères, c'est qu'elles sont très très nombreuses. Et donc, sur le nombre, elles peuvent contribuer de façon très importante à la pollinisation des cultures. Et puis, dernière chose importante sur cette pollinisation, et c'est un rappel d'un des premiers cours, c'est qu'on sait que ce n'est pas juste une espèce de pollinisateur qui est efficace pour polliniser, mais on a souvent besoin d'une diversité de pollinisateurs. Donc le bilan là, de cette première partie, c'est que l'agriculture s'est développée en permettant le développement de plein d'espèces sauvages associées, dont des espèces de plantes sauvages, des espèces de pollinisateurs sauvages, le tout assurant le bon fonctionnement de ces systèmes agricoles et notamment de la pollinisation. Les choses commencent à changer quand on change de façon assez forte
le modèle agricole à travers cet épisode qu'on appelle la Révolution verte, donc, qui a commencé un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est beaucoup intensifié après la Deuxième Guerre mondiale. Cette révolution verte, elle avait pour objectif à la fois d'augmenter la production alimentaire pour nourrir la population et aussi de changer le mode de vie des agriculteurs, qui était un mode de vie particulièrement pénible puisque reposant énormément sur le travail humain et animal, et des agriculteurs qui arrivaient à produire pour se nourrir eux, pour nourrir leurs animaux, et un petit surplus pour nourrir d'autres personnes. Ce qui fait que pour assurer la nourriture d'une population dans son ensemble, il fallait que la majorité de la population travaille dans l'agriculture. Cette révolution verte, elle a été remarquablement efficace pour l'atteinte de ces deux objectifs. Ici, vous avez la production alimentaire mondiale entre 1960 et 2000. Elle a doublé en 35 ans. Et vous savez, par exemple, qu'en France, actuellement, c'est seulement quelques pourcents de la population qui travaille dans l'agriculture, et ça suffit pour nourrir la population française, même si on a des débats en ce moment sur les importations. Cette révolution verte, elle est passée par des remaniements complets à deux niveaux d'organisation différents, dans les parcelles, dans les champs directement. C'est passé par une forme de progrès à la fois technique et génétique. Donc la mécanisation, l'utilisation des machines et surtout la motorisation de ces machines. Une amélioration génétique des espèces cultivées ou domestiquées. Et puis l'utilisation massive de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans les parcelles depuis l'extérieur. Et ça inclut les engrais, les pesticides et l'irrigation, l'apport d'eau dans les parcelles. Et puis il y a eu aussi des transformations très importantes au niveau des paysages, notamment avec cette initiative de remembrement, donc, qui a fait passer de paysages avec des parcelles de petite taille, en général séparées les unes des autres par des haies, avec beaucoup de prairies, à plutôt des parcelles cultivées de très grande taille pour pouvoir faire passer les machines, et beaucoup moins de ces éléments stables dans les paysages agricoles. Et on sait actuellement que cette transformation, qui a donné lieu à un système agricole qui est une agriculture intensive, c'est une des pressions majeures sur la biodiversité. Ça a été caractérisé par exemple dans une étude à partir de la liste rouge des espèces menacées dont je vous ai déjà parlé, qui classe plusieurs dizaines de milliers d'espèces selon leur catégorie de menace. Et en plus de ce classement, cette liste rouge donne aussi des informations sur quelles sont les menaces qui pèsent sur ces espèces. Donc on connaît les grandes catégories de menaces sur la biodiversité qu'en anglais on peut rassembler sous l'acronyme HIPPO. Donc c'est la perte, la destruction des habitats naturels, les introductions d'espèces exotiques, les pollutions, la surexploitation, plus récemment le changement climatique, le tout étant tiré par la croissance de la population humaine et aussi la croissance de son niveau de vie. Et cette étude sur la liste rouge des espèces menacées a permis de classer ces différentes pressions en fonction du nombre d'espèces qui étaient concernées. Alors la toute première cause, c'est la surexploitation, mais ça concerne essentiellement des espèces marines, des poissons. Et la première cause pour les espèces terrestres, c'est l'activité agricole. Donc une agriculture intensive qui a des effets très négatifs sur la biodiversité. Ça touche bien évidemment aussi les plantes et les insectes. Donc là, on a fait 2 séances sur les changements en cours chez les insectes puis chez les plantes. Je vous mets juste 2 rappels très rapidement. On a vu un exemple en Allemagne avec la majorité des espèces de plantes qui étaient en régression. Toujours en Allemagne, cet exemple avec une perte de 95% de la biomasse des insectes sur 25 ans. Ce qui est important dans ces changements, c'est qu'ils concernent aussi, de façon assez logique, les espaces agricoles. Quelques exemples ici sur les plantes. Une étude qui a caractérisé ce qu'on appelle la banque de graines dans le sol. Donc c'est la présence et la quantité de graines à l'intérieur des sols agricoles entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle. Vous avez ici les quantités de graines qu'on peut retrouver par mètre carré de sol. Et donc on passe d'une situation où on avait entre 1000 et 2000 graines par mètre carré au début du XXe siècle à une situation où on a
uniquement quelques centaines de graines sur une parcelle agricole. Donc une perte de ces espaces avec beaucoup d'espèces de plantes sauvages dans les champs. Un autre exemple, cette fois-ci plutôt pour les pollinisateurs, qui a été mis en évidence à travers un programme de sciences participatives qui s'appelle l'Observatoire agricole de la biodiversité, donc, qui est un programme à l'initiative du ministère de l'Agriculture, qui est piloté par le Muséum national d'histoire naturelle en partenariat avec la Fédération des chambres d'agriculture. Et le principe de cet observatoire, donc vous avez ici les champs qui ont été suivis au cours du temps. Vous avez plus de 3000 sites qui sont suivis en France. C'est de proposer aux agriculteurs et aux agricultrices des protocoles pour suivre les espèces sauvages dans leurs parcelles. Et pour les pollinisateurs, ça passe par deux types de protocoles. Un qui consiste à poser des nichoirs qui permettent d'héberger des abeilles solitaires qui vont venir pondre leurs œufs dans ces petits tubes en carton qu'elles vont ensuite boucher pour laisser les larves se développer. Et puis un pour les papillons qui consiste à parcourir une certaine distance et noter tous les papillons qu'on observe dans un cube de 5 mètres autour de soi. Donc ce programme-là, il existe depuis 2011 et on a pu caractériser des variations d'abondance chez ces abeilles solitaires et aussi chez les papillons. Je vous montre juste des résultats pour les abeilles solitaires. Ici, sur ces graphiques, vous avez l'abondance qu'on observe dans un nichoir en moyenne en fonction du temps. La tendance générale, c'est une diminution de cette abondance au cours du temps. Vous voyez ici. Mais cette diminution n'est pas la même en fonction de l'intensité des pratiques agricoles. Dans des parcelles où vous avez beaucoup d'utilisation de pesticides et d'engrais minéraux, la diminution est beaucoup plus rapide, alors que dans des parcelles avec une agriculture plus extensive, on a une situation plus stable, voire en augmentation pour l'abondance de ces abeilles solitaires. Donc ici, c'était dans des grandes cultures, ici en arboriculture. Puis on a pu voir aussi des effets du paysage autour des parcelles. En viticulture, on est dans une situation en moyenne, l'abondance est à peu près stable, mais vous avez une diminution très forte de cette abondance dans des zones viticoles qui sont complètement homogènes, par opposition à une augmentation de l'abondance dans des zones viticoles qui contiennent aussi des espaces boisés. Alors, quels sont les mécanismes de ces effets de l'agriculture intensive sur les pollinisateurs? Ça, c'est pareil, on en a déjà parlé au cours des séances précédentes. Je vous rappelle ici la niche écologique, donc l'ensemble des conditions qui permettent la survie, la croissance et la reproduction des pollinisateurs. Il leur faut des bonnes conditions météorologiques, des ressources alimentaires, des sites de reproduction et des interactions avec des espèces mutualistes et pas trop d'interactions avec des espèces prédatrices ou compétitrices. Et l'agriculture va pouvoir venir jouer sur ces différents effets, par exemple à travers des pollutions, donc l'ajout d'engrais, de pesticides ou l'irrigation, et on va en reparler tout de suite après, va pouvoir aussi influencer les interactions avec d'autres espèces, notamment en contribuant à l'introduction de nouvelles espèces dans les espaces agricoles, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles, comme quand on introduit des espèces pour le contrôle des ravageurs, ici la coccinelle asiatique, ou des espèces pour la pollinisation. Et puis un élément important, ça va être le remplacement des éléments naturels par des cultures, qui va conduire à une homogénéisation des espaces agricoles. Donc à la fois une homogénéisation des espèces cultivées, en termes de diversité à l'intérieur de l'espèce, en termes de nombre d'espèces cultivées, et puis aussi un remplacement de plus en plus des prairies par des zones cultivées. Ça peut provoquer ce remplacement des éléments naturels, un phénomène qu'on appelle des périodes de disette pour les pollinisateurs, qui touchent particulièrement l'abeille mellifère, mais qui peut toucher aussi toutes les espèces sauvages, et qui sont dues au fait que vous avez des ressources alimentaires qui sont fournies par les plantes cultivées, notamment les plantes qu'on appelle à floraison massive, par exemple le colza ou le tournesol. Mais entre la période de floraison du colza, qui est au début du printemps, et la période de floraison du tournesol, qui est plutôt en été, vous avez des moments où il n'y a plus de ressources alimentaires dans un espace agricole qui est trop homogène avec uniquement des terres cultivées. Et puis, vous avez aussi des changements dans la gestion d'une utilisation particulière des terres. Par exemple, la présence de labour. Je vous rappelle que les 3/4 des espèces d'abeilles sauvages
font des nids souterrains, ou un pâturage très intensif, ça limite aussi l'accès à des ressources alimentaires pour les pollinisateurs. Et enfin, sur le long terme, de façon indirecte, il faut noter que l'agriculture actuelle contribue pour un quart aux émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. Donc, de façon indirecte, va avoir des effets sur le réchauffement climatique. Alors, aujourd'hui, je vais juste vous parler de deux pressions principales que sont l'utilisation de pesticides et puis cette disparition des éléments naturels liés à l'agriculture. Alors, sur les pesticides, on a vraiment beaucoup d'études actuellement qui permettent de démontrer des effets. Alors, première caractéristique sur ces pesticides, ils sont de plus en plus utilisés et avec des molécules qui sont de plus en plus toxiques. Ici, vous avez un graphique qui concerne les États-Unis et qui vous montre la masse utilisée d'herbicides pour le soja ou d'insecticides pour le maïs. Et le graphique du bas, c'est la toxicité totale de ces mêmes masses dans les deux situations. Et ce que vous voyez, c'est que même dans les situations, ici pour les insecticides sur le maïs, où la quantité totale diminue, en fait, la toxicité augmente parce qu'on utilise des molécules qui sont de plus en plus puissantes et en particulier, on a ce sujet des néonicotinoïdes qui sont des molécules qui sont actives à très faible dose. On a par ailleurs une contamination assez générale des environnements, des études qui vont doser les pesticides, y compris au cœur de zones en agriculture biologique, au cœur de zones naturelles, dans les cheveux des députés, on trouve des pesticides partout. Alors, les néonicotinoïdes sont un cas un peu particulier dans le sens où ils ont commencé à être utilisés comme insecticides dits systémiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pulvérisés dans l'environnement, ils sont fournis à la plante sous forme d'enrobage des graines. Et les graines se développent en absorbant les molécules de pesticides. Et donc, ça protège l'intégralité de la plante. À première vue, on pourrait se dire que c'est assez vertueux comme choix puisque ça évite d'épandre des pesticides. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que seulement entre 5% et un quart des néonicotinoïdes qui sont dans l'enrobage sont absorbés par la plante et le reste dans le sol et se termine lessivé et se retrouve dans les systèmes naturels aux alentours. Et donc, on a un système de traitement qu'on dit prophylaxique, c'est-à-dire qu'on traite par défaut au lieu de traiter au moment où il y a effectivement des dégâts sur les cultures par les ravageurs. Donc ici, une étude, par exemple, qui vous montre les concentrations de différentes classes de pesticides dans des cours d'eau, puis dans les insectes aquatiques qui émergent de ces cours d'eau, puis dans les araignées qui peuvent se nourrir de ces insectes aquatiques qui émergent de ces cours d'eau. Vous voyez que par exemple pour les fongicides, ils ont tendance à ne pas trop remonter la chaîne alimentaire. En revanche, les insecticides, particulièrement les néonicotinoïdes, se concentrent dans ces chaînes alimentaires. Et une caractéristique importante de ces pesticides, c'est que bien sûr ils ont des effets de mortalité directe. C'est ce qu'on leur demande. Mais vous avez des réglementations qui permettent d'éviter des pulvérisations sur, par exemple, les abeilles. C'est interdit de pulvériser sur des cultures en fleurs quand elles sont en fleurs, il faut pulvériser la nuit, etc. Donc on pourrait se dire que les effets sont assez limités. Le problème, c'est que en fait, ces pesticides, ils ont aussi des effets qu'on appelle sublétaux, c'est-à-dire qu'ils ne tuent pas directement les insectes, mais comme ils se retrouvent en petite quantité un petit peu partout dans l'environnement, ils sont quand même absorbés par ces insectes et ils ont des effets autres sur les organismes. Par exemple, on sait qu'ils changent le comportement des organismes. Donc les néonicotinoïdes, par exemple, ce sont des neurotoxiques, ils jouent sur le système nerveux. Ici, une étude qui montre que les abeilles, enfin ici c'est des bourdons, les bourdons sont attirés par une petite concentration en néonicotinoïdes dans le nectar. Elles vont préférer les plantes qui contiennent la molécule par rapport à des plantes qui ne la contiennent pas. Je vous avais déjà parlé il y a 2 séances du fait qu'on a une désorientation des abeilles qui, dans le cas de l'abeille mellifère, ne sont plus capables de retourner à leur ruche.
On peut montrer qu'il y a une reproduction ici pour des bourdons qui est réduite en présence de petites quantités de ces néonicotinoïdes. On est toujours sur des doses qui ne sont pas mortelles. Et donc tout ça, ça a des conséquences sur la croissance des colonies. Ici, une étude qui a été mettre des colonies de bourdons un petit peu partout dans différents pays d'Europe et dans différentes conditions de concentration en néonicotinoïdes dans l'environnement. Plus vous avez un risque pesticide élevé, moins les colonies arrivent à croître. Et tout ça peut se traduire aussi par une diminution dans l'efficacité de la pollinisation. Ici, une étude expérimentale qui a soumis des abeilles à différentes concentrations, soit pas de néonicotinoïdes, soit une petite quantité, soit une quantité un tout petit peu plus grande. Et vous avez des visites aux fleurs qui sont moins fréquentes et des productions de graines, ici dans des pommiers, qui sont plus faibles en présence de ces pesticides. À ceci se rajoutent des effets cocktails. Donc le fait que chaque substance individuellement peut ne pas avoir d'effet ou des effets modérés, mais quand on les mélange, on a des effets soit qui apparaissent du fait du mélange, soit qui sont multiplicatifs. Donc c'est un des gros problèmes de ces néonicotinoïdes, c'est qu'ils sont administrés de façon systématique, ils restent présents dans l'environnement et ils échappent à la réglementation dans le sens où la réglementation vérifie que la substance a un effet létal qui est modéré. La réglementation ne vérifie pas ces effets non létaux qui sont très subtils mais qui ont quand même des conséquences sur la dynamique des populations de pollinisateurs. Deuxième grand mécanisme qui qui explique l'effet de l'agriculture intensive sur les espèces sauvages, c'est la simplification des paysages agricoles. Donc, je vous ai mis pour rappel ce graphique qui essaye de récapituler un petit peu tous les éléments dont ont besoin les pollinisateurs pour se nourrir, pour se reproduire dans un espace agricole. Et je vous avais aussi déjà montré ce graphique que vous allez revoir, je crois, dans pas longtemps, qui vous montre comment est-ce que l'abondance des abeilles sauvages en Europe dépend de la densité des bordures de champs. Donc, un espace de type bocager avec beaucoup d'éléments qui délimitent les champs, c'est très favorable en termes d'abondance des abeilles. Alors, quelles sont les conséquences de cette diminution des pollinisateurs? Alors, je ne vous parle que des pollinisateurs parce qu'on parle de pollinisation, mais bien sûr, vous avez exactement le miroir pour les plantes sauvages avec plus ou moins les mêmes mécanismes. Donc, on se retrouve face à des problèmes de pollinisation des cultures que je vous illustre avec un ou deux exemples. Ici, des vergers de pommiers aux États-Unis, pour lesquels les chercheurs se sont intéressés aux abeilles sauvages qui venaient polliniser ces pommiers et à leur diversité, et en particulier quelque chose qu'on appelle la diversité phylogénétique, qui mesure à quel point vous avez des histoires évolutives différentes dans le groupe des espèces d'abeilles qui viennent visiter. Par exemple, si vous avez deux espèces qui ont un ancêtre commun très proche, ça, c'est une diversité phylogénétique faible. Si au contraire, vous avez deux espèces, celle-ci et celle-ci, qui ont un ancêtre commun très éloigné, vous avez une grande diversité d'histoires évolutives qui est en général associée à une diversité de caractéristiques et qui peut avoir des effets sur l'efficacité de ces insectes en tant que pollinisateurs. Et ce qu'ont montré les chercheurs dans cette étude, c'est que le pourcentage de surface cultivée dans une zone, donc l'homogénéité du paysage, a des effets très négatifs sur le nombre d'espèces et sur cette diversité phylogénétique. Et cette diversité phylogénétique, elle influence la production de graines, le poids des pommes et les malformations des pommes. Quand vous avez des espaces très homogènes, vous avez moins de diversité phylogénétique et donc moins de graines par fruit, des fruits moins gros et des fruits déformés. Alors, de façon assez logique, les cultures qui sont les plus touchées par cette disparition des pollinisateurs sont les cultures qui sont dépendantes des pollinisateurs. Et ici, je vous montre une étude qui a été réalisée par Nicolas Deguine, que vous avez vu en séminaire il y a quelques temps, et Colin Fontaine, que vous avez aussi vu en séminaire, qui regarde pour différents types de cultures, en fonction de leur dépendance aux pollinisateurs, comment est-ce que leur rendement moyen et la variabilité temporelle des rendements dépendent de l'intensité de l'agriculture. Pour les cultures qui ne sont pas du tout dépendantes des pollinisateurs, c'est
relativement attendu. Plus l'agriculture est intensive, plus les rendements sont élevés, et au contraire, plus les rendements sont stables. Donc ça, c'est vrai pour à peu près toutes les cultures qui sont peu dépendantes des pollinisateurs. En revanche, pour les cultures qui sont dépendantes des pollinisateurs, augmenter l'intensité de l'agriculture n'a pas d'effet sur leur rendement moyen. Et dans certains cas, ça peut même augmenter la variabilité interannuelle du rendement. Et ça, c'est lié au fait que cette agriculture intensive, elle fait disparaître les pollinisateurs. Et donc, on perd le bénéfice de la pollinisation. À partir de ça, avec des collègues, notamment Gabriel Martin, qui était là la semaine dernière et qui n'est pas revenu cette semaine, on a essayé de mettre au point un indicateur qui caractérise l'efficacité de la pollinisation des cultures à large échelle spatiale, donc sur toute la France. Le principe est relativement simple. L'idée, c'est de comparer toutes choses égales par ailleurs les rendements des cultures qui ne sont pas dépendantes des pollinisateurs au rendement des cultures qui sont dépendantes des pollinisateurs. Et on fait ça en comparant différentes régions les unes aux autres, donc par exemple des départements en France. Ici, on est dans un département où les rendements des cultures qui ne sont pas dépendants des pollinisateurs ont une certaine valeur. Donc on a renormalisé autour de 0. Donc ils sont à peu près moyens. Donc on est dans une zone où les conditions environnementales sont à peu près favorables pour avoir des rendements moyens. En revanche, les cultures qui sont dépendantes des pollinisateurs, en moyenne, elles ont des valeurs plus faibles. Et ça suggère que malgré les bonnes conditions de culture, on n'arrive pas à avoir des bons rendements et donc il y a un problème de pollinisation. Au contraire, dans cet autre département, les rendements des cultures dépendants ici ou pas dépendants sont à peu près les mêmes en moyenne. Donc là, ça suggère que probablement la pollinisation est relativement efficace. Et donc si on applique ça avec des données de rendement des cultures pour plein de cultures différentes, plus ou moins dépendantes des pollinisateurs, on obtient ce genre de répartition avec des valeurs qui sont assez faibles dans tout le nord de la France, donc des problèmes de déficit de pollinisation des cultures dans le nord de la France et une situation plus favorable dans le sud de la France. Et cette approche-là, on peut la faire aussi, non pas en comparant des départements, mais en comparant des années, les unes par rapport aux autres. Donc par exemple ici, cette année-là, les cultures pas dépendantes des pollinisateurs, elles avaient un rendement à peu près moyen. En revanche, les cultures dépendantes, elles avaient un rendement en dessous de la moyenne. Donc probablement une mauvaise année pour les pollinisateurs. Ici, une année meilleure pour les pollinisateurs. Alors si on fait ça pour la France, depuis le moment où on commence à avoir des données de rendement à l'échelle des départements, on a ce genre de graphique. Donc ça commence à la fin des années 80. Vous avez l'indicateur de pollinisation au cours du temps. On dirait bien que l'efficacité de la pollinisation est en train de diminuer en France. Le problème, c'est que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que le ministère de l'Agriculture a choisi de changer de méthodologie à la fin des années 90. Et donc on se retrouve avec deux jeux de données qu'on ne peut pas comparer. Et à l'intérieur de chaque jeu de données, il n'y a plus vraiment de variation au cours du temps significative. Donc à ce stade, on ne peut pas conclure qu'en France, l'efficacité de la pollinisation est en train de diminuer. Pas parce qu'elle ne diminue pas effectivement, mais juste parce qu'on n'a pas les données pour le faire. Donc, un petit rappel qu'on a besoin de suivi à long terme pour essayer de caractériser à la fois les changements de la biodiversité, mais aussi les changements des services qu'ils fournissent. Je termine en proposant ou en discutant quelques solutions pour essayer de préserver la pollinisation, les pollinisateurs, les plantes sauvages dans les espaces agricoles. Alors actuellement, pour essayer de transformer le système agricole qui n'est pas durable dans son état actuel, il est très consommateur en énergie fossile, il utilise des pesticides qui ont des effets négatifs à la fois pour la biodiversité et pour la santé humaine. Donc il y a un consensus là-dessus et des propositions de transformation. Il y a un petit peu deux options contrastées qui ne sont pas complètement antinomiques mais qui se développent quand même de façon assez indépendante. Il y a une option qui est basée sur le progrès technologique qu'on peut appeler l'agriculture de précision, donc dont le principe est d'essayer de réduire l'utilisation d'intrants, engrais, pesticides, irrigation, en essayant de gagner en précision sur la caractérisation des besoins des plantes
Donc ça va beaucoup utiliser de la technologie du type drone, télédétection, des organismes génétiquement modifiés pour essayer vraiment d'identifier dans un champ quelles sont là où les plantes qui ont besoin d'un engrais à un moment donné ou de pesticides à un moment donné. Donc des propositions de prototypes de robots qui vont parcourir les champs et essayer d'identifier ces plantes. Avec ce que ça implique, c'est une diminution du travail humain et aussi une dépendance croissante des agriculteurs aux compagnies qui vont fournir ces solutions. L'autre option qui se développe beaucoup en partenariat avec l'écologie en tant que discipline scientifique, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, donc un fonctionnement des systèmes naturels. On peut regrouper cette approche-là sous le terme d'agroécologie, et le principe, c'est d'essayer d'améliorer les processus écologiques qui favorisent la production agricole. Et ça implique de remettre de la diversité dans les espaces agricoles, à la fois de la diversité cultivée, donc plus d'espèces cultivées, plus de diversité à l'intérieur des espèces cultivées, associer la culture avec l'élevage, et aussi de la diversité sauvage, donc toutes les espèces qui permettent de fournir ces services écosystémiques indispensables à l'agriculture, fertilité des sols, pollinisation, contrôle des ravageurs. Alors, pour le problème de la pollinisation, l'agriculture de précision ou les solutions technologiques sont proposées. Donc ça, c'est une diapositive que j'avais présentée dans la leçon inaugurale. Il y a des solutions qui essayent de remédier à la disparition des pollinisateurs sans restaurer ces pollinisateurs sauvages. Donc, le moins déconnecté, c'est l'utilisation d'espèces domestiques. Donc, renforcer le nombre de colonies d'abeilles mellifères ou mettre des colonies de bourdons ou d'espèces sauvages pour favoriser cette pollinisation. Il y a aussi une tendance très générale, mais qui existe en fait depuis le début de l'agriculture, d'essayer de développer des variétés qui sont moins dépendantes des pollinisateurs pour leur rendement, de passer par de la pollinisation à la main. Et enfin, la solution ultime, c'est la pollinisation par des machines, donc avec plusieurs entreprises qui se sont investies, soit dans une tentative de développement de drones miniaturisés qui vraiment mimeraient des pollinisateurs vivants, qui est apparemment une solution un peu en perte de vitesse, parce que j'en ai beaucoup entendu parler il y a une dizaine d'années, mais nettement moins actuellement. Et la solution qui semble privilégiée actuellement, c'est vraiment la pollinisation par des grosses machines qui vont pulvériser du pollen sur les plantes. Donc ces solutions, elles sont très discutables, hein. D'une part parce qu'elles sont très chères, elles rendent les agriculteurs assez dépendants de ces solutions. Et puis, en fait, elles contribuent à renforcer les problèmes de disparition des plantes et des pollinisateurs. Donc, pour essayer de trouver des solutions de production alimentaire tout en conservant la biodiversité, bon, il n'y a pas de mystère, hein, il faut supprimer les causes d'érosion de la biodiversité. Et donc, je parle rapidement de la pollution par les pesticides et de destruction et fragmentation des habitats. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais donc une possibilité, on connaît des solutions pour essayer de réduire significativement l'utilisation de pesticides, notamment d'insecticides. Ici, par exemple, une option qui existe, mais vraiment depuis très très longtemps, c'est ce qu'on appelle la lutte intégrée. Donc c'est un système cohérent qui vise à pas forcément complètement supprimer les ravageurs. On peut tolérer une certaine quantité et puis au-delà d'un seuil, il faut faire quelque chose. Ça passe par la prévention. Par exemple, on utilise des variétés qui sont un peu résistantes à ces ravageurs. Des suivis fins pour se rendre compte de quand est-ce qu'il commence à y avoir des ravageurs. Éventuellement, un contrôle mécanique ou un contrôle biologique. Donc, on utilise des espèces de prédateurs pour essayer de contrôler. Et si vraiment il n'y a rien d'autre qui marche, là, on utilise des pesticides de synthèse. Et cette étude, par exemple, qui est assez récente, montre qu'on peut réduire l'utilisation des pesticides de 95% avec cette approche-là, sans réduire les rendements, voire en les augmentant. Ici, dans le cas de la pastèque, qui est une espèce très dépendante des pollinisateurs pour son rendement, vous avez les rendements dans la gestion classique, donc où on fait un traitement type néonicotinoïde, où il y a des pesticides en permanence dans les champs. Et en bleu, la lutte intégrée. Et vous voyez que sur différentes années, vous n'avez pas de perte de rendement
sans utiliser ces pesticides ou en l'utilisant très peu, et certaines années, vous avez même un meilleur rendement. Et ça, c'est parce que quand vous avez de la lutte intégrée, vous avez beaucoup plus de pollinisateurs sauvages et une meilleure pollinisation de la pastèque. Alors évidemment, la vision ultime, c'est de passer par l'agriculture biologique, donc là où on exclut complètement l'utilisation d'intrants de synthèse. Ça n'empêche pas d'utiliser des engrais et des pesticides d'origine naturelle. Ça, il y a des centaines et des centaines d'études en écologie sur les effets de l'agriculture biologique sur la biodiversité dans les champs. Et on peut montrer qu'en moyenne, vous avez 30% d'abondance, non, je crois qu'ici c'est du nombre d'espèces, 30% d'espèces en plus dans ces parcelles en agriculture biologique par rapport à des parcelles en agriculture conventionnelle. Et c'est particulièrement vrai pour les plantes sauvages et pour les pollinisateurs. Et puis vous avez aussi des effets à l'échelle des paysages. Un paysage où vous avez beaucoup d'agriculture biologique autour de la parcelle, c'est un paysage où vous avez plus d'abeilles et des meilleurs rendements, ici pour le colza, grâce à l'augmentation des pollinisateurs et aussi une diminution des ravageurs, parce que dans des paysages avec des parcelles qui sont accueillantes pour des espèces sauvages, vous avez aussi plus de prédateurs de ces ravageurs. Et vous avez un certain nombre de scénarios qui suggèrent que c'est possible de nourrir la population mondiale avec cette agriculture biologique. Cependant, on est actuellement dans une situation où, au sein de l'écologie scientifique, on a un débat sur ce qui est le plus prioritaire pour essayer de conserver la biodiversité dans les espaces agricoles. Est-ce qu'il faut réduire les pesticides ou est-ce qu'il faut remettre des éléments naturels? Alors bien sûr, idéalement, il faut faire les deux. Mais quand on fait les deux, on réduit aussi la production alimentaire. Et donc là, il y a vraiment un débat très très vif, et Clélia Sirami va vous en reparler tout de suite après, sur ce qui est préférable. Ce qui est important à savoir en termes d'éléments de contexte, quand on parle d'agriculture, souvent on a un sous-entendu qui est qu'il faut augmenter la production alimentaire pour nourrir la planète. Ici, vous avez des chiffres de la FAO qui vous montre la fourniture quotidienne de calories par personne à l'échelle mondiale, ici en noir. On est en augmentation depuis les années 60, toujours en augmentation, et on est à 3000 calories par personne et par jour à l'échelle mondiale. Les recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, c'est 2000 calories par personne et par jour. Actuellement, on produit assez pour nourrir l'ensemble de la planète, voire pour nourrir 10 milliards de personnes. Le problème d'alimentation à l'échelle mondiale, c'est un problème de distribution. Ça ne veut pas dire que c'est un problème simple, il n'y a pas de solution simple à ce problème, mais clairement, augmenter la production alimentaire ne va probablement pas régler ce problème de distribution. Et donc, pour conclure, on a un modèle agricole qui n'est pas durable, donc pour les raisons que je vous ai dites. On a une série de solutions qui sont proposées par l'agroécologie sur la base des solutions fondées sur la nature qui permettent de maintenir une production tout en conservant la biodiversité. Mais cette transition vers l'agroécologie, c'est un changement radical de modèle agricole qui ne va pas se faire simplement et qui demande que les personnes concernées, donc les agriculteurs et les agricultrices qui veulent changer, bénéficient d'un soutien vraiment fort de l'ensemble de la population, en particulier à travers des politiques publiques qui vont dans ce sens. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.